Ça fait des années que le Bloc travaille à rapatrier les pouvoirs en matière de culture. On parle pas beaucoup de culture dans cette campagne. On a essayé de prendre sur le secteur des arts et de la culture une approche très holistique. Parce que le secteur culturel est tellement important pour l'identité québécoise. Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2021, on trouvait qu'on ne parlait pas assez de culture. En collaboration avec le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec, le RCRCQ, on a décidé de vous proposer des rencontres virtuelles. On va rencontrer 4 candidats, un candidat par chacun des partis principaux, qui vont nous présenter leur plateforme électorale et on va ensemble aborder 4 thèmes. La loi C10 et les droits d'auteur, les infrastructures, le filet social des artistes et la relance économique. Bienvenue. Bonjour tout le monde, je suis Valérie Beaulieu, coprésidente du Réseau des conseils régionaux de la culture et également directrice générale de Culture Montréal. Donc, au nom des 15 conseils régionaux de la culture qui font partie du Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec, on vous souhaite la bienvenue. On vous remercie d'avoir libéré vos agendas très chargés pour participer à ces rencontres virtuelles avec les candidats, en fait, les 4 principaux partis au fédéral. On trouvait important, évidemment, comme la mission des conseils régionaux de la culture est quand même d'animer, en fait, de développer culturellement chacun de nos territoires, mais on trouvait important de prendre le temps de rencontrer chacun des partis. Question de bien informer, de vous aider, en fait, à bien vous informer sur toutes les plateformes, les propositions des partis, d'avoir un espace aussi pour poser vos questions et parler de culture. Je le disais tout à l'heure, avec justement les enjeux climatiques, les enjeux sanitaires, la culture n'est pas nécessairement sur le dessus de la pile des priorités, mais on trouve quand même important au Réseau des conseils régionaux de la culture de quand même prendre le temps de parler de culture pendant cette campagne électorale qui est en mode sprint. Donc, je ne m'étendrai pas plus longtemps. On était chanceux, en fait, on a travaillé vraiment dernière minute. Donc, je remercie évidemment aujourd'hui Martin Champoux, candidat du Bloc québécois, de s'être libéré pour venir parler de culture avec nous. Je remercie aussi toute l'équipe du Réseau des conseils, Éric Laure, Nathalie Girard, qui ont travaillé comme des petites fourmis dernière minute pour être capable de ficeler ces 4 rencontres-là au cours de la semaine. Je vous remercie de prendre le temps, vous, participants, d'être là puis de venir écouter les candidats et poser des questions. Et je remercie surtout Sylvain Massé, président de Culture Montérégie et comédien qui a accepté d'animer pour nous ces 4 rencontres-là. Donc, Sylvain, je te passe la parole. Et voilà, la causerie est à toi. Tu es maintenant le maître. Bonne journée tout le monde. Maître de ces causeries. On va s'en tenir à ça. Merci beaucoup, Valérie. Alors, effectivement, bonjour tout le monde. On est très, très heureux de ces rencontres culture. La première de 4, effectivement. On va se voir demain, jeudi et vendredi. Alors, c'est très important. On vous conseille tout de suite de vous mettre en mode intervenant si vous êtes familier avec Zoom. Donc, en étant en mode intervenant ou en speaker view, vous allez maximiser votre expérience. On vous demande, évidemment, de garder vos micros fermés. Certaines personnes travaillent avec des chaises berçantes et le couinement peut devenir fatigant à la longue. Donc, on vous prie de fermer vos micros pour qu'on n'ait pas, nous, à le faire. Donc, la façon dont on va procéder aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui et à toutes ces rencontres, on va se faire ça en plusieurs blocs. Un premier bloc où chaque candidat pourra présenter la plateforme de son parti. Après ça, on va aborder ensemble 4 thèmes qui sont la loi C10 et les droits d'auteur, les infrastructures, le filet social des artistes et la relance culturelle. Et on termine avec une période de questions. La façon dont on va procéder pour cette fameuse période de questions, c'est tout au long de notre rencontre, vous pouvez, via le chat, écrire vos questions. Donc, c'est très important que vous vous identifiez, vous écrivez votre question. Notre équipe en comité vont sélectionner 4 ou 5 questions que je vais adresser pour vous, toujours dans l'objectif de simplifier la logistique. Voilà. Donc, et je vous rappelle finalement que cette session est enregistrée. Donc, nous allons pouvoir revisiter, revoir et reprofiter de cette merveilleuse rencontre. Merveilleuse rencontre qui débute aujourd'hui avec M. Martin Champoux, candidat sortant et candidat en élection pour la circonscription de Drummond. Donc, vous concluez un premier mandat, donc un premier mandat écourté, mais vous vous représentez dans Drummond. C'est vous qui êtes co-responsable, vous nous disiez, des dossiers culturels pour le Bloc québécois. M. Champoux, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous et la parole est à vous.
C'est un plaisir. Merci de l'accueil. Je tiens à vous dire, d'une part, que j'ai une chaise qui couine, moi aussi. Mais si vous voulez tirer le maximum de ma présence, je vais garder mon microphone ouvert quand même. Sinon, le langage des signes, je pense que je ne le maîtrise pas suffisamment pour vous faire un exposé sur notre plateforme. Alors, effectivement, je suis député sortant du comté de Drummond pour le Bloc québécois, candidat à nouveau, évidemment, pour un autre mandat, parce qu'on a beaucoup de travail à faire. J'étais aussi vice-président du comité permanent du patrimoine canadien. Donc, les dossiers de culture, on s'y est penché beaucoup au cours des 22 derniers mois, notamment, vous le savez, avec le projet de loi C10 qui a occupé pas mal de l'actualité, du moins cet hiver et ce printemps, avec le résultat qu'on connaît. Et nous y reviendrons. Je suis convaincu que vous aurez certainement des questions à poser à ce niveau-là. En guise de présentation des engagements et de la plateforme du Bloc québécois en matière de culture, je vous dirais, en commençant, que ça fait des années que le Bloc travaille à rapatrier les pouvoirs en matière de culture au Québec. Pourquoi? Parce qu'il existe des différences fondamentales dans la perception qu'ont les anglophones et les francophones sur la nécessité de protéger nos industries culturelles. Simplement parce que les anglophones sont peut-être pas l'urgence autant que nous, les francophones, de protéger la langue et la culture dans cet univers qui est le nôtre, qui est de plus en plus américanisé, de plus en plus anglicisé. Les Québécois, je pense qu'on le sent assez bien, sont particulièrement attachés à leur culture et tiennent peut-être davantage que les Canadiens à sa protection. C'est d'ailleurs une différence qui a joué un rôle fondamental dans le sabordage duquel on a été témoin ce printemps dans l'étude du projet de loi C10, qui visait, je vous le rappelle, à encadrer la culture à l'ère du numérique et à forcer les géants du web à faire leur part, leur juste part pour l'essor de l'art et des médias québécois et canadiens. Il est essentiel, et ça, c'est un engagement que nous avons pris fermement, qu'une nouvelle mouture de ce projet de loi-là, un projet de loi de révision sur le projet de révision de la loi sur la radiodiffusion soit remis à l'étude aussitôt que les travaux parlementaires vont reprendre et quel que soit le gouvernement qui sera en place à ce moment-là. Pour nous, c'est essentiel aussi que dans cette nouvelle mouture se retrouvent les amendements essentiels que le Bloc québécois a apportés à C10, notamment en ce qui concerne la protection du contenu canadien-québécois, la découvrabilité, la mise en valeur de nos artistes et de nos créateurs et évidemment la production du contenu francophone. Et à ce titre-là, permettez-moi un peu de partisanerie ici, c'est un constat qu'on faisait en cours de mandat et que je fais encore après coup. On croit que le gouvernement libéral a fait les choses à moitié en ce qui concerne la culture. Je pense pas que ce soit mieux avec un gouvernement conservateur, l'histoire parle d'elle-même, mais je pense qu'il y aurait eu moyen, avec un peu de volonté, de faire mieux les choses. D'abord, depuis 2015 qu'on s'attendait à une révision de cette loi-là. Il a fallu attendre à 2020, à l'automne 2020, pour qu'un projet de loi relativement mal ficelé, plein de bonnes intentions, mais mal ficelé, comme je me suis plus à le répéter à maintes reprises, le projet de loi C10, c'était comme une grosse peinture à numéros, mais à peu près pas de peinture dessus. Alors, il a fallu qu'on travaille à y apporter des amendements dans plein de domaines et évidemment, notamment sur la question de la protection de la culture francophone, du contenu francophone et particulièrement de la culture québécoise. Alors, il y a eu quelque chose de mal fait comme travail préliminaire qui a probablement contribué aux délais qui ont mené à l'échec de l'adoption du projet de loi en bout de ligne. Et évidemment, il y a eu les entraves, appelons ça comme ça, de la part des conservateurs après avoir présumé qu'il y avait atteinte à la liberté d'expression des utilisateurs de contenu, des utilisateurs des médias sociaux qui partagent leur contenu. Alors, on pourrait y revenir peut-être tantôt plus en détail parce que, évidemment, il y a aussi la question des géants du numérique dont on parle dans la loi C10, mais qui sont encore assez libres de leur mouvement dans un univers duquel ils profitent grassement. Ils ne sont pas taxés, ils ne sont pas imposés. On leur impose pas de contribuer de façon significative au contenu duquel ils profitent. Il y a eu la taxe sur les revenus, la taxe sur les services numériques que le gouvernement a annoncé dans le budget au printemps. Évidemment, on l'attendait, c'était la fameuse taxe Netflix qui était promise depuis plusieurs années. Mais cette taxe-là, finalement, ne touche même pas les Netflix et les autres plateformes par abonnement, ce qui fait que les géants du numérique continuent d'utiliser le contenu des créateurs québécois et canadiens sans avoir vraiment à y contribuer de façon significative. Il faut vraiment que quelque chose se passe à ce niveau-là parce que on a une industrie culturelle qui est en grand besoin de prévisibilité, en grand besoin de financement, et je pense que les géants du numérique doivent absolument contribuer de façon beaucoup plus significative qu'ils le font maintenant. Alors, en plus, la loi sur la radiodiffusion, il y a aussi d'autres contributions qui peuvent être apportées, notamment sur les revenus même des géants du web. On prône depuis un bout de temps un modèle qui s'apparente un peu à celui de la France,
qui consiste à prélever un pourcentage, on parle de 3% des revenus des géants du numérique pour redistribuer ensuite selon une méthode de partage qui appartiendra au milieu culturel à travers, évidemment, les créateurs de contenu. Alors, évidemment, ça a toujours été un engagement du Bloc. On s'est toujours tenu derrière la culture québécoise pour en assurer la pérennité. On peut aussi assurer une prévisibilité des programmes et des subventions culturelles et touristiques. Parce que si on parle, par exemple, du secteur des grands événements, il y a des conséquences de la pandémie qui vont se faire sentir encore pendant quelques années. Donc, il ne faut pas continuer à nous donner des programmes qui sont à date à limite très rapprochée. Par exemple, des programmes qui durent 1 an, 2 ans, c'est pas suffisant pour permettre aux organisateurs de grands événements de planifier à long terme et d'assurer une pérennité à leurs événements. Donc, il faut que les programmes qui ont été mis en place et qui ont été prolongés jusqu'en 22-23 soient prolongés de façon permanente. Il faut mettre en place aussi des programmes qu'on va indexer parce que les besoins vont changer, le nombre d'événements risque d'augmenter, du moins souhaitons-le, et il faut permettre à ces organisateurs-là d'avoir les coups des franches et d'avoir les outils nécessaires pour assurer une pérennité à leurs événements. Alors, en gros, je pense qu'on pourrait aussi parler de la loi sur le droit d'auteur qui aura besoin de révision parce que l'arrivée des géants du numérique contribue énormément à un déséquilibre à ce niveau-là. On a des propositions aussi pour l'industrie du livre. Une proposition qu'on ramène encore une fois, c'est-à-dire d'exenter de TPS les livres québécois et d'exenter aussi des frais de poste, des frais postaux pour les libraires parce que le commerce en ligne est de plus en plus fréquent. Alors, il y a différentes méthodes comme ça qu'on propose pour faire en sorte qu'on revitalise notre industrie culturelle sous toutes ses formes. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps. Je pense qu'on aura l'occasion, évidemment, de parler un petit peu plus en détail à travers les questions. Mais essentiellement, ce sont les propositions qui sont soulevées, qui sont apportées par le Bloc québécois pour le milieu de la culture. Merci pour cette explication. Justement, allons-y tout de suite dans la loi C10. Où est-ce qu'on en est? Parce que là, est-ce que ça a été approuvé? Est-ce que c'est rendu au sénateur? Où est-ce que c'est rendu la loi C10? Cette loi est parfaite là, mais elle est rendue où, là? Elle est morte au feuilleton. Étant donné, si les élections n'avaient pas été déclenchées comme elles l'ont été au mois d'août, le projet de loi C10 serait revenu à la table à l'étude au Sénat, qui aurait probablement apporté une foule d'amendements et serait ensuite retourné à la Chambre des communes pour être étudié à nouveau. Mais là, avec la dissolution du Parlement et les élections déclenchées, le projet de loi C10 est mort au feuilleton. Donc, le travail doit reprendre lors d'une prochaine session parlementaire par le nouveau gouvernement qui sera en place. On parle beaucoup du rapport Yale qui, lui, ne recommandait pas la taxation des géants du web, mais plutôt de s'assurer d'un investissement dans le contenu, dans les créateurs de contenu. Puis souvent, on se compare au modèle français qui lui-même est en train de se poser la question, est-ce qu'ils vont pas suspendre ce modèle-là? Vous proposez quoi comme modèle? Je pense que d'abord, il est important que les géants, en fait, peu importe, que toute entreprise, qu'elle soit en ligne ou traditionnelle, qui a un impact sur le milieu, sur l'industrie, sur l'univers de la radiodiffusion canadienne, y contribue de façon équitable. Alors, à mon sens, il n'est pas plus juste que les entreprises de radiodiffusion traditionnelles se voient imposer des règles, des réglementations et des contraintes, alors que d'autres qui en profitent encore plus largement, plus librement, n'aient pas les mêmes contraintes. Alors, il doit y avoir un système qui soit juste et équitable et qui s'applique à tout le monde, à tous les joueurs qui ont un impact sur le système de radiodiffusion. Alors, en ce sens-là, il y a des sommes qui doivent être prélevées des revenus des radiodiffuseurs en ligne, au même titre qu'il y en a qui sont prélevés auprès des radiodiffuseurs traditionnels ou des câblodistributeurs. Il y a des modèles différents à travers le monde. Je pense qu'on peut s'en inspirer, mais une chose que je nous reproche souvent, c'est d'attendre toujours que les choses se fassent ailleurs avant de mettre quelque chose en place. Puis je vous donne l'exemple dont vous avez certainement tous entendu parler dans le milieu des médias écrits. Il y a une crise qui sévit depuis quelques années déjà, encore causée par le débalancement entre les revenus générés par la publicité des médias, des géants du web, versus ceux des médias régionaux notamment et des médias écrits en général. Le modèle qui est préconisé est évidemment le modèle australien. Depuis, j'allais dire des mois, mais ça fait plus que des mois. Le gouvernement canadien attend de voir quel modèle et étudie différents modèles avant de choisir lequel s'appliquera le mieux. Et moi, je trouve que, on n'est pas un pays du tiers-monde, on n'est pas un pays en développement, on est un pays
qui a sa spécificité, notamment avec le fait que nous avons des cultures différentes avec l'anglais, le français, même les cultures autochtones. Pourquoi on n'est pas capable nous-mêmes d'être un peu précurseurs et de mettre en place nous-mêmes notre propre modèle? Alors, je nous reproche un peu cette espèce de manque de leadership en matière de culture et en matière de radiodiffusion. Pourquoi faut toujours qu'on attende de voir comment fonctionnent les modèles mis en place par d'autres pays avant de mettre le nôtre en place en s'en inspirant? Alors, moi, je trouve qu'on est un petit peu traîneux de pied là-dessus. Votre modèle, ça serait quoi si on était leader, si on assumait du leadership? Ça vous proposeriez quoi? Ben, d'abord, de ne pas se faire manger la laine sur le dos par des géants étrangers qui viennent et profitent. Et j'ai rien contre. Je veux dire, je pense qu'on apprécie tous une bonne série sur Netflix. On apprécie tous écouter de la musique en diffusion en continu sur les plateformes qui sont offertes, que ce soit Apple Music, Spotify et compagnie. La chose que je trouve que nous hésitons à faire, c'est de dire à ces entreprises-là, hey, attends un petit peu, là, tu viens ici, tu as un impact majeur dans un système qui fonctionne bien. Alors ici, les règles sont telles que vous devez contribuer à ce système-là. Alors, c'est pas très compliqué. C'est simplement de mettre ses culottes puis de dire à ces géants du web-là, ben c'est parfait, vous êtes les bienvenus chez nous. Vous fonctionnez par abonnement, vous fonctionnez par... Peu importe. Mais voici les règles. Ici, on contribue au système de radiodiffusion. On contribue à l'essor de nos industries culturelles. On ne donne pas des miettes à nos artistes créateurs en guise de redevance. Pour moi, ça me semble être une question de se respecter soi-même. Allons-y tout de suite. Parlons des droits d'auteur. J'ai lu vos travaux. Vous avez fait partie du comité au niveau des droits d'auteur, les droits équitables, toute cette espèce d'aventure-là, de procès entre Copybec puis l'université. Là. Donc, vous, comment on règle ce problème-là des droits d'auteur? Comment on peut offrir une rétribution équitable et à l'utilisateur et aux créateurs de contenu? Je pense qu'il y a plusieurs volets à la loi sur le droit d'auteur. Il y a plusieurs choses assez préoccupantes, mais pour moi, il ne sera jamais acceptable qu'un auteur doive faire des compromis devant, si on parle par exemple des litiges concernant les universités, je sais que le litige était peut-être un petit peu moins, nous touche peut-être un petit peu moins au Québec qu'il le fait dans le reste du Canada, mais c'est quand même des préoccupations majeures. Il y a, je pense, une révision de fond en comble à faire sur la loi sur le droit d'auteur. Mais si on parle strictement des droits d'auteur pour les créateurs de contenu artistique, parce que je veux pas m'en aller trop dans la question des droits d'auteur universitaires et du contenu éducatif, le rôle que joue présentement, le débalancement provoqué, si vous me permettez, plutôt de revenir encore sur les géants du numérique, fait en sorte que les façons de percevoir les droits d'auteur ne sont plus adaptées. On va parler, par exemple, du régime de la copie privée. On va parler, par exemple, de ce qui est versé par le Fonds des câbleaux, par exemple. Alors, ça fait longtemps que les organismes le disent, ça fait longtemps qu'on en parle, et ça fait longtemps qu'on ne fait rien pour revoir la loi sur le droit d'auteur. Alors, voilà. Alors, je pense que le problème passe par la révision de nos façons de faire avec les géants du web. OK. Votre proposition, ce serait quoi? Ben, de lutter contre le piratage, notamment, d'imposer disons, le modèle que nous préconisons, le modèle que j'ai toujours mis de l'avant, c'était celui de prélever justement un pourcentage sur les revenus générés par les abonnements, par exemple. D'aller prendre le modèle français, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'était un modèle qu'on avait proposé dès le départ, d'imposer une redevance de 3% sur les revenus des géants du web pour ensuite en faire une distribution. Il y a des modèles de distribution qui existent dans d'autres domaines et je ne pense... Disons, je n'ai pas de modèle de redistribution des droits d'auteur précis. Je pense, par contre, que le modèle d'imposer je ne veux pas appeler ça une taxe, tant qu'une redevance, mais ce fameux 3% qu'on irait chercher pourrait générer suffisamment de revenus pour compenser les lacunes qu'on a présentement et les manques à gagner de nos artistes créateurs présentement.
Merci. Dans votre présentation, il y a peu été question des infrastructures. On sait que les infrastructures sont importantes parce que si les artistes, qu'ils soient visuels, les arts de la scène, peu importe, si on veut diffuser, ça prend des lieux de diffusion, ça prend des lieux adéquats de travail. C'est un manque criant. Il y a des régions qui sont orphelines, voire du tiers-monde, pour reprendre votre expression. On est relativement bien servi au Québec, mais tous les artistes qui ont fait de la tournée dans le Canada savent très bien qu'il y a un retard incroyable à récupérer. Donc, vous, au niveau du plan des infrastructures, ne serait-ce que l'entretien des lieux existants, comment vous voyez ça au Bloc, le soutien des infrastructures? D'abord, pour moi, puis je pense que pour le Bloc québécois, on a toujours encore préconisé que la gestion des programmes pour les infrastructures devrait revenir à Québec. Il y a quelques années, vous vous souvenez que le fédéral a mis en place un fonds pour les infrastructures communautaires et culturelles. C'était un fonds fédéral-provincial. Et le résultat, c'est que ça a retardé à peu près tous les travaux. Le fédéral peut facilement transférer les sommes au gouvernement du Québec et aux provinces afin que les provinces et le Québec puissent gérer les programmes d'infrastructure. On l'a démontré dans d'autres domaines. On peut parler, par exemple, de l'accès à Internet haute vitesse. Le déploiement d'Internet haute vitesse était d'une lenteur monumentale avec le fédéral et ils ont convenu que ce serait plus rapide de transférer les sommes à Québec. C'est ce qu'ils ont fait à la fin de l'année 2020 au début de 2021 pour que Québec gère lui-même le déploiement d'Internet haute vitesse. Je pense que pour les infrastructures, ce serait encore une fois la bonne chose à faire que de transférer les sommes destinées aux infrastructures à Québec et que ces programmes-là partent uniquement de Québec. Effectivement, on revient à la COVID, on l'a vu, la situation a été difficile et pour les artistes et pour les travailleurs culturels. Plusieurs pays ont un programme de soutien. Les artistes, les artistes n'ont pas accès à l'assurance emploi. À un moment donné, la PCRE va arrêter. On a clairement démontré ce besoin-là. Comment vous voyez ça, le filet social pour les artistes? Ben, c'est effectivement quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Je pense qu'on l'a assez démontré dans nos travaux aussi au Comité du patrimoine quand on a proposé dès l'automne 2020 la mise en place d'une étude sur les impacts de la pandémie sur les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport. Alors, on a voulu justement comprendre bien quels étaient les impacts précis de la pandémie sur cette industrie-là qui était déjà quand même assez affectée. La PCRE est une mesure qui a été mise en place pour venir en aide à des travailleurs qui ne pouvaient pas reprendre leur emploi dans leur secteur. Maintenant, je pense que la PCRE n'est plus nécessaire dans bien des secteurs parce qu'on vit présentement une pénurie de main-d'œuvre dans la plupart des secteurs. Mais on pense qu'elle est quand même nécessaire dans certains secteurs et la culture et le tourisme en sont de ces secteurs où la PCRE a encore sa raison d'être parce que la reprise est plus lente, parce que on ne veut pas que nos créateurs, nos artistes se retrouvent à se recycler dans d'autres choses et ne reviennent pas à leur passion première. Alors, pour les secteurs de la culture, pour les secteurs du tourisme, qui sont des secteurs dont la reprise est plus lente, la reprise post-pandémie sera plus lente, je pense qu'il faut maintenir une sécurité comme les programmes d'aide de la PCRE. Maintenant, le secteur culturel a besoin d'un maintien de la PCRE, mais a besoin aussi d'avoir une pérennité, une prévisibilité des programmes. Donc, il faut aussi s'assurer qu'on maintienne des programmes pour les industries culturelles, pour les entreprises culturelles pour les prochaines années, parce que ça aussi, ça fait partie de la sécurité d'emploi des artistes. Mais dans les mesures aussi, il y a la fameuse loi sur le statut de l'artiste. Vous savez qu'elle existe déjà, mais il y a des différences entre celle du fédéral et celle du provincial. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est faire en sorte que le fédéral imite Québec et permette, par exemple, aux artistes, dans sa loi, d'étaler les revenus. Et ça, c'est quelque chose de quand même bien, parce que vous savez comme moi que plusieurs artistes vont connaître une série de bonnes années, mais pourraient se retrouver avec une année ou 2 années. On vit particulièrement depuis le début de cette pandémie avec des années un petit peu plus difficiles. Alors, de pouvoir étaler les revenus, de pouvoir aller récupérer un petit peu de l'impôt payé lors des années où ça allait beaucoup mieux, je pense que ce serait déjà une façon très concrète d'aider les artistes. Comment vous voyez, parce qu'évidemment, on parle beaucoup des artistes, il y a les organismes qui soutiennent artistiquement, ne serait-ce que Radio-Canada, Téléfilm Canada, tous ces, le Fonds des médias. Comment vous voyez ça, le financement? Comment on va donner à ces organismes-là les moyens de leurs ambitions et de leur mandat?
Ben là, évidemment, les coûts de production, puis vous le mentionnez avec les cas de Téléfilm, le Fonds des médias, les coûts de production augmentent. La contribution du fédéral dans Téléfilm, c'est encore insuffisant. Ils ont annoncé avoir l'intention d'augmenter le financement de Téléfilm Canada, ce qui est tout à fait correct à mon sens. Et puis, il y a aussi le Conseil des arts. On voudrait que le budget du Conseil des arts soit à un plancher de 300 millions. Et on voudrait qu'il soit ajouté à ça une aide à la promotion internationale parce qu'on a des artistes d'ici qui ont tout avantage à rayonner sur la scène internationale. Alors, je pense qu'il y a des bonnes idées là qui sont apportées par le Bloc. Le Fonds des médias, la même chose. On voudrait que le mode de financement du Fonds des médias soit révisé parce que le fédéral a une participation qui ne compense pas la réduction de la contribution des câbleaux, par exemple. Alors, le Fonds des médias du Canada, c'est quand même le financement de 85% des séries qu'on regarde. C'est quand même un fonds important. Alors, il est important de le maintenir, ce fonds-là, et de s'assurer qu'il suit l'inflation, qu'il suit la demande du marché, parce qu'au bout du compte, c'est les productions francophones qui en seraient affectées. D'ailleurs, parlant de cela, on veut aussi faire en sorte que le ratio soit modifié pour mieux représenter la réalité. Présentement, le ratio, c'est 1 tiers, 2 tiers pour les productions francophones et anglophones. Et on pense, et c'est aussi l'avis de l'industrie, qu'un ratio de 40% pour les productions francophones et 60% pour les productions anglophones serait plus approprié. Alors, ça fait partie des choses qu'on demande pour le financement des productions. On va jusqu'à parler de Radio-Canada, la société Radio-Canada. Ici, on enlevait la publicité pour que ça devienne vraiment, qu'on lui enlève son côté commercial pour vraiment axer sur sa représentativité régionale, sa créativité, tout ça. Vous vous situez où par rapport à ça? Je ne suis pas contre l'idée de revoir le mode de financement de Radio-Canada. C'est très dommage d'ailleurs que ça ne figurait pas du tout dans le projet de loi C10. On aurait eu beaucoup de discussions, mais je pense qu'on aurait manqué de temps aussi. On aurait encore plus manqué de temps que ce qu'on a eu au printemps. Mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur le financement de Radio-Canada. Est-ce qu'on devrait les empêcher de vendre de publicité? Moi, je ne pense pas. Je pense que on profite quand même du fait que Radio-Canada se finance aussi à partir de la publicité. Il s'y produit des émissions de grande qualité, des séries de grande qualité. On n'en doute pas personne. Par contre, il y a peut-être la question à se poser concernant les émissions d'information. Et à ce niveau-là, sans donner une position précise, sans dire oui, c'est pas bon dans les subventions, dans le financement de Radio-Canada, c'est pas du tout mon point, mais de s'assurer peut-être de mettre l'argent à la bonne place et de s'assurer que ce qui est financé à Radio-Canada soit plus les séries, les variétés, le culturel que l'information. Ça s'envisagerait. Souvent, on parle parce que on est le réseau des conseils régionaux de la culture du Québec. Évidemment, on représente des régions très souvent. Quel est votre point de vue sur le soutien financier aux régions? Parce qu'on veut développer les régions, on veut les soutenir, on veut leur permettre de se développer, mais la culture est un vecteur important de développement. Quand on regarde, il y a un très grand déséquilibre dans le financement dans les régions. Comment on peut s'assurer que les financements, les crédits se rendent aussi dans les régions et pas exclusivement dans les grands centres? Vous avez parfaitement raison, puis je pense que ce qu'on voit qui rejaillit dans les régions, ça ressort, je dirais, dans la grande majorité du temps par des initiatives locales. Ces initiatives-là qui réussissent à se démarquer et à attirer l'attention sur elles et qui finalement ont assez de poids pour attirer le financement. Il y a, je pense, beaucoup de représentations à faire, mais on a toujours été très partisans de la vitalité de la culture en région particulièrement. Je pense qu'effectivement, les grands festivals, par exemple, des regroupements comme le Rémi ou FEM, font un bon travail de représentation pour les événements dans les régions. Mais pour répondre à votre question, je n'ai pas d'autres proposition à vous faire que de dire que oui, il faut veiller à ce que le financement se rende dans les régions parce que, je veux dire, c'est notre ADN. Tant au niveau économique qu'au niveau culturel, je pense que le Bloc québécois a ses racines dans les régions du Québec. Alors, ouais. Je reviens au... Pardon.
Je reviens aux mesures de relance. Donc, évidemment, on a parlé de la PCRE. Vous avez parlé du prolongement des programmes parce qu'on est tout à fait d'accord. C'est pas parce que, tu sais, on voit les gens sont encore craintifs, ils ont encore de la difficulté à revenir dans les lieux de diffusion. Comment, et même, bon, on parlait de festival, vous parliez du refrain, du Rémi, tout ça. C'est très clair que, au niveau du soutien, au niveau des compensations, il faut soutenir aussi les travailleurs culturels, pas seulement les artistes. Très souvent, dans les mesures, on parle des artistes, mais il y a les travailleurs culturels qui sont tout aussi importants. Comment on va s'assurer que, justement, on va prolonger le financement? Comment on va s'assurer de couvrir tout ce que la COVID nous a démontré? Bien, je pense que les programmes existants au fédéral puis je l'ai dit un petit peu plus tôt, sont trop souvent des programmes qui sont à court terme. Alors, il faudrait, idéalement, et je pense que tout le monde prêche pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir des programmes qui soient sur du long terme, qu'on puisse se dire, bon, ben, écoute, moi, j'ai plus à me soucier de la fin de ce programme-là pour mes activités. Il y a des programmes qui ont été mis en place, des investissements en 2019-2020, par exemple, qui ont été prolongés par l'énoncé économique en 2020, à l'automne 2020. Qui sont reconduits pour jusqu'à 2024, si je ne me trompe pas, dans le dernier budget. Il y a un 8 millions pour le Fonds du Canada pour la présentation des arts. Il y a un 7 millions pour le développement des communautés par le biais des arts du patrimoine. Ça, c'est bien, mais il faut les rendre permanents, ces programmes-là. Il faut pas juste les rendre permanents, je le disais tantôt, il faut aussi les indexer parce que c'est pas tout de maintenir ce qu'on a. D'abord, de simplement les laisser tels quels, on maintiendra rien pantoute parce que l'inflation, parce que l'augmentation des coûts de production, parce que tout augmente. Ben, il faut aussi indexer les programmes pour plusieurs, un minimum de 5 ans, disons, pour tenir compte de l'inflation, pour tenir compte aussi de l'augmentation souhaitée des festivals, des événements. Parce qu'après la pandémie, je pense qu'on va en avoir grand besoin, puis je pense que ça va se sentir aussi. Il y a pas que les artistes aussi et les artisans qu'il faut qu'on encourage et qu'il faut qu'on soutienne. Je pense qu'il serait tout à fait pertinent d'encourager aussi les consommateurs à consommer l'art et la culture. Et on avait une proposition, et on l'a mis dans notre plateforme encore une fois, c'est d'offrir un crédit d'impôt aux consommateurs de spectacles jusqu'à 20% des billets et des frais d'entrée pour des activités d'art et culture. Alors, je pense qu'il y a des propositions qui peuvent être faites aussi pour inciter la population, pour inciter les clients à redécouvrir ou à découvrir la culture et les arts. Si on parlait un peu de francophonie, la fameuse loi sur les langues officielles, vous vous situez où par rapport à la loi actuelle? Puis qu'est-ce que vous voudriez apporter comme correctif ou amélioration? Ah, ben là, écoutez, vous parlez à un député sortant du Bloc québécois. Vous n'aurez certainement pas de bons mots pour la proposition du gouvernement libéral sur la loi sur les langues officielles, qui est en fait une loi qui fait la promotion du bilinguisme beaucoup plus que la promotion du français. Alors, je pense que mon jupon va dépasser pas mal dans ma réponse. C'est à Québec de déterminer la bonne législation en matière linguistique. On a une loi qui est la loi 101 qui s'applique déjà pour les entreprises. Elle devrait s'appliquer aussi pour les entreprises de juridiction fédérale. On peut partir pendant une heure sur la question linguistique, mais je pense que vraiment, ça n'a pas été particulièrement impressionnant de voir ce qui est sorti du dernier mandat libéral en cette matière. On parle beaucoup de la diversité des expressions. On est dans un contexte particulier avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a eues. Où est-ce que le Bloc se situe par rapport à l'intégration de la diversité au niveau de la reconnaissance des langues autochtones? On parle des lois officielles, mais on parle de bilinguisme, mais alors que les langues autochtones ont démontré leur raison d'être, puis ils ont leur place, ils ont raison de revendiquer ce qui leur appartient. On en entend peu parler parce qu'on parle toujours de bilinguisme alors qu'il y a des communautés qu'on met volontairement de côté. Est-ce qu'on peut continuer à faire ça? Je suis tout à fait d'accord. On met volontairement ces communautés-là de côté. Je pense qu'elles ont été oubliées fort probablement pendant beaucoup trop longtemps et qu'on doit tout à fait non seulement les intégrer, mais les valoriser. Et de façon très significative. Dans le courant de l'étude du projet de loi C10, j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises avec des représentants de différentes Premières Nations, mais aussi particulièrement avec
la directrice d'APPN, qui est une abbé native, et elle me parlait de certaines langues autochtones, de certaines langues qui sont disparues, qui n'ont pas été transmises. Et ça s'est passé en dedans d'un siècle. Des langues qui disparaissent complètement. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher, en discutant avec elle, de faire un parallèle aussi avec la langue française. Je pense pas que la langue française soit à ce point en péril, mais il y a quand même un danger qui existe. Et si des langues autochtones ont disparu à l'intérieur d'un siècle, je pense qu'on a un devoir à tout le moins protéger les langues qui sont encore parlées, de les mettre en valeur. Quand on a fait l'étude du projet de loi C10, c'est évident qu'on a parlé beaucoup plus du français, puis des communautés francophones hors Québec, des communautés francophones en situation minoritaire, mais on a aussi beaucoup parlé des langues autochtones, puis de leur mise en valeur. Ça a été des points que nous avons défendus, ça a été des points que nous avons souhaité mettre de l'avant aussi. Alors, je dirais, j'ai une curiosité doublée d'une affection, si on veut, pour ces cultures qui doivent être protégées, qui doivent être mises en valeur. Alors moi, à mon avis, il y a fort à faire et on doit le faire, mais on doit le faire aussi avec les Premières Nations parce qu'on ne peut pas décider pour elles ce qui est bon pour elles. Alors on doit aussi les asseoir à la table et écouter et voir de quelle façon elles souhaitent être mises en valeur et qu'est-ce qu'elles ont envie. Et puis dans ce sens-là, mes discussions avec APPN, je les ai trouvées vraiment très, très intéressantes parce qu'encore une fois, j'avais l'impression qu'on s'apprêtait à décider pour eux. Et c'est une erreur qu'on a faite comme peuple colonisateur. Là, on doit pas répéter les erreurs du passé. Alors, la clé résidera certainement à écouter ce qu'eux veulent qu'on en fasse et la façon dont ils souhaitent qu'on le fasse. Merci. J'ai une première question d'Éric Laure qui dit « Avec 12 millions seulement pour le Québec, le programme d'infrastructure culturelle est nettement insuffisant. Le Bloc a-t-il l'intention de travailler pour bonifier ce budget? » Le Bloc a l'intention de s'asseoir avec tous les intervenants de l'industrie culturelle, comme je l'ai fait, comme nous l'avons fait depuis notre arrivée en 2019. Nous avons toujours été un fort porte-parole et un porte-parole très bruyant de la culture et de nos industries culturelles et médiatiques. Et si effectivement les sommes sont nettement insuffisantes, nous allons, je pense que la première chose, c'est de s'asseoir, d'évaluer ce qui serait suffisant, ce qui serait acceptable, et on va encore une fois être un porte-parole le plus efficace possible. Question 12 millions, c'est effectivement des miettes, c'est absolument insuffisant. Oui. Nous aussi, notre jupon dépasse. On peut aller jusqu'à ridicule? C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Une question de Alexandre Nicolas Leblanc, qui est un conseiller municipal. Il m'a donné l'abréviation de sa ville. Malheureusement, je ne fais pas le lien, je suis désolé. Les municipalités sont le premier palier de gouvernement de par leur proximité avec les citoyens. L'identité d'une nation solide passe par les arts et la culture. Comment voyez-vous la place des municipalités, entre parenthèses, le support, dans vos programmes culturels? Prépondérante. Je vais vous dire pourquoi. Je pense, vous parliez tantôt de la culture en région. Il n'y a pas d'autres paliers plus aptes à organiser, à répondre à la demande de sa région, en fait, que le palier municipal. Et je pense que le fédéral a trop tendance à se mêler des affaires des autres. Hein? On parle beaucoup d'ingérence ces temps-ci dans différents domaines, mais particulièrement dans le domaine de culture, je ne vois pas ce que le fédéral va avoir à faire, à venir dire quoi faire ou comment le faire, d'abord au provincial, au premier chef, mais particulièrement au municipal. Alors moi, je pense que le municipal devrait avoir beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de soutien que de directives de la part des autres paliers de gouvernement. Alors moi, je suis tout à fait pour. D'ailleurs, je viens d'une région où de plus en plus d'événements culturels se développent. À Drummondville, on est de plus en plus équipé de festivals. On vient de finir le Festival de la Poutine qu'on n'avait pas eu l'an dernier. Puis ça fait bien sourire les gens, le Festival de la Poutine. Mais je peux vous dire une chose, c'est vraiment trippant. Et c'était organisé de magnifique façon par les Trois Accords, qui sont un groupe originaire de la région aussi, de Drummondville, et qui s'impliquent pour faire connaître davantage l'événement culturel. Alors, est-ce que les municipalités ont un rôle à jouer? Moi, je pense que les municipalités ont un rôle majeur à jouer et elles doivent prendre le leadership. Et ce sera à Québec et à Ottawa de les soutenir beaucoup plus que de leur dire quoi faire ou d'organiser les choses à leur place. Merci.
Monsieur Leblanc, on m'informe que vous êtes de North Atlee. Merci, maintenant je saurais que... Je savais que c'était pas New Hampshire. North Atlee. Une autre question de Monsieur Laure. Est-ce qu'on peut imaginer... On se pose toujours la question, on tourne en rond, on l'a abordé tantôt, mais est-ce qu'un jour, les artistes vont avoir accès au programme d'assurance-emploi? Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait accès à ce programme-là? Il y a une modification qui est proposée sur la loi pour la loi sur le statut de l'artiste. Puis effectivement, nous souhaitons qu'on puisse en venir à une façon de reconnaître aux artistes le droit à l'assurance-emploi. Les artistes sont des travailleurs autonomes de façon générale. L'assurance-emploi est un programme qui permet aux travailleurs qui sont des employés, en fait. Vous connaissez de toute façon, je pense, tous la nuance. Mais oui, effectivement, on souhaite une révision de la loi de l'assurance-emploi pour faire en sorte, notamment, que les artistes puissent y avoir accès, les artistes, les travailleurs à statut précaire, parce que la loi sur l'assurance-emploi est une loi qui n'est pas adaptée au marché d'aujourd'hui, au marché du travail d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, de plus en plus d'employés avec des statuts qui ne sont pas les mêmes. Le profil de l'employé de 2021 n'est pas du tout le même que celui des années 70-80. Alors, il y a une refonte qui est proposée d'ailleurs par le Bloc québécois, mais dans cette refonte-là, il y a la question du statut de l'artiste et de son admissibilité à ces programmes. Alors, est-ce que pour répondre à la question, est-ce qu'un jour les artistes y auront accès? On peut garder des droits croisés, puis on peut espérer que oui, mais je peux vous dire qu'il y a du travail qui se fait dans ce sens-là. OK. Ne serait-ce que la reconnaissance de travailleurs saisonniers, parce que c'est ce qu'on est. On est des travailleurs saisonniers, au même titre que plusieurs autres corps de métier, là. Absolument, et c'est tout à fait ce qui doit être pris en compte dans cette révision de la loi-là. Je vais revenir, il nous reste encore un peu de temps, je vais revenir sur, parce que je repense aux travaux que vous avez faits par rapport, tu sais, la fameuse appellation des droits équitables, la redevance aux écrivains, aux auteurs, aux créateurs de contenu. Il y a quelque chose de... parce que déjà les auteurs, les dramaturges avaient déjà accepté, pour les gens qui sont moins familiers avec le droit équitable, déjà les créateurs de contenu avaient accepté pour le milieu scolaire, avec le fameux droit équitable, déjà une réduction importante des droits d'auteur, tout ça. Et là, on s'attaque encore à ce droit-là qui réduit encore le droit de suite, le droit qui appartient aux créateurs. Ça, j'aimerais ça que vous reveniez sur les travaux parce que, il y avait Brian Perrault, il y a eu plusieurs interventions. Je trouve qu'il y a un travail qui a été fait, mais qu'est-ce qui reste à accomplir pour qu'on reconnaisse ou qu'on soutienne adéquatement les droits, ces fameux droits d'auteur-là? Vous comprendrez qu'avec les 8 derniers mois qu'on a passés à étudier plus le projet de loi C10, puis avec l'étude qu'on a de la pandémie sur les impacts de la culture, la loi sur le droit d'auteur, j'ai eu plusieurs rencontres, on en a parlé beaucoup, mais ce n'est pas le dossier sur lequel on a le plus travaillé. Je vous dirais que notre position là-dessus est de modifier la loi sur le droit d'auteur pour que les dispositions qui sont relatives à l'utilisation applicable ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement si l'œuvre est accessible sur le marché. Dans les propositions du Bloc, on parle aussi de rehausser le soutien aux créateurs et au secteur de création pour justement s'adapter au marché numérique. Mais de m'étendre sur la question de la législation comme telle, je vous dirais pas que je suis assez à l'aise pour en débattre ce matin, okay. Parce que justement, on a manqué de temps, on ne s'est pas rendu là dans les propositions. C'était un projet de loi qui devait être déposé. Comme vous le savez, le droit d'auteur, c'est quand même quelque chose d'assez large. Ça relève de 2 ministères, ça relève de patrimoine, ça relève aussi d'industrie. Alors, il y avait quand même beaucoup de complexité à ça. Alors, je ne me suis pas arrêté, en toute humilité, à étudier de fond en comble la question sur les droits d'auteur, malgré les nombreuses enquêtes. Okay. Et la sensibilité qu'on a pour ce secteur-là. Mais oui. Merci. J'ai Valérie Beaulieu de Culture Montréal qui nous écrit, et ça, effectivement, avant la pandémie, il était déjà difficile, long et compliqué d'obtenir des visas pour des artistes étrangers afin qu'ils viennent se produire ici. Post-pandémie, quel travail devrait être fait au fédéral pour faciliter cet accueil? Parce qu'effectivement, il y a des spectacles qui ont été annulés parce que les artistes n'avaient pas leur visa pour présenter les spectacles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cette situation-là? Il y a eu un nombre incalculable d'aberrations et de situations abracadabrantes causées par la lenteur, par des
motifs absolument inexplicables en provenance d'immigration au Canada. Que ce soit pour le secteur culturel ou que ce soit pour d'autres secteurs où on a des grands besoins en travailleurs étrangers, temporaires ou travailleurs étrangers qualifiés. C'est toujours un peu surprenant de voir que des visas ne sont pas octroyés et qu'on ne comprenne pas trop les raisons. Il arrive des moments où on peut comprendre pourquoi les visas ne sont pas accordés. Il y a des situations en pleine pandémie où on peut comprendre que c'est plus difficile de survivre bas sur un dizaine. Mais de ne pas avoir cette espèce d'agilité-là pour corriger le tir et de ne pas réaliser qu'il y a des impacts majeurs sur des événements entiers ou sur des organismes, sur des entreprises, ça dépasse un petit peu l'entendement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, faire comprendre à ce ministère que sa lenteur cause des problèmes à plusieurs secteurs très actifs et très, je dirais, nécessaires à la vie économique, à la relance économique. Le problème, à mon avis, vient essentiellement d'immigration Canada. L'émetteur de visa qui ma foi, d'or au gaz, c'est le cas de le dire. Puis on le vit, on a des frustrations dans plusieurs domaines, et pas seulement dans le domaine culturel, dans le secteur industriel, le secteur de la restauration, des travailleurs qui sont prêts à s'en venir ici. Alors, des artistes qui sont pris, qui n'obtiennent pas leur visa à temps pour venir présenter un spectacle ou un événement, c'est malheureusement pas une surprise. OK. Une dernière question. Oh, non, j'allais dire une dernière question, mais une avant-dernière question. Il y a une question qui vient de m'apparaître. Dans votre plateforme électorale, vous parlez beaucoup du CRTC, le rapatriement de la CRTC, parce qu'effectivement, on ne confie pas sa culture à la nation voisine. Un CRTC version Québec, c'est quoi pour vous? Qui gérerait ça? C'est quoi? Quel budget? C'est quoi votre vision du CRTC québécois? Bien, je remercie Mme Perron de poser la question. Oui, Mme Perron, merci. C'est pas une idée nouvelle. Je vous dirais que Daniel Johnson père le disait en 1968 que le Québec devrait avoir son mot à dire en matière de communication. Il disait l'attribution des ondes ne peut et ne doit pas être l'apanage du gouvernement fédéral. Le Québec ne peut tolérer plus longtemps d'être tenu à l'écart d'un domaine où son intérêt vital est aussi évident. Et ça s'est répété par plusieurs politiciens à travers les années que le Québec devrait avoir plus de pouvoir en matière de communication et de télécommunication. Alors pour le Bloc, le Québec doit prendre en charge à tout le moins une quantité appréciable des décisions en rapport avec les télécommunications, l'émission des licences, par exemple. Je veux dire, les conditions de licence au Québec, je veux dire, ça, sont uniques. On n'a pas des conditions de licence qui doivent respecter, par exemple, la culture francophone ou le contenu francophone. Il y a un paquet de choses que Québec pourrait très bien faire et nous pensons que le développement par sa capacité à déterminer les modalités de transmission. Alors, présentement, on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Tout est géré par Ottawa, tout est géré par le fédéral. Je pense qu'un CRTC québécois, un CRTQ, en quelque sorte, serait quelque chose de facile à gérer. Et c'est pas quelque chose d'unique. On ne demande pas un pouvoir qui est pas déjà existant ailleurs ou un partage des pouvoirs. Québec, par exemple, applique la réglementation ou détermine la réglementation sur par exemple, la surveillance maritime. C'est la SQ qui fait ça, mais c'est de compétence fédérale. C'est la GRC qui a ça en charge. Alors, il y a un paquet de partage de responsabilités qui se font et qui rendent tout à fait plausible et possible la création d'un CRTC québécois. Parfait. Dernière question. Évidemment, il est beaucoup question du salaire minimum. Donc, étrangement, on passe par la bande, mais plusieurs petits organismes culturels travaillent avec ça. Et si le salaire minimum passait de 15 à 18 $, ça aurait un impact majeur pour plusieurs petits organismes. Votre point de vue par rapport à ça? Honnêtement, ce n'est pas dans nos propositions d'augmenter le salaire minimum. Évidemment, si on parle d'une proposition qui fait en sorte que personne n'est perdant et que tout le monde y gagne, je veux dire, je veux bien, mais si augmenter le salaire minimum fait en sorte qu'on perd des festivals, on perd des petites entreprises parce que ça les place dans une situation financière périlleuse, et on a des devoirs à faire avant. Alors, foncièrement, je suis absolument pas contre l'idée
d'améliorer la situation financière du plus grand nombre de gens possible, notamment des artistes. Je pense que personne ne s'entendrait dans le milieu artistique et culturel. Mais avant de dire salaire minimum à 20$ ou rien, on a peut-être quelques devoirs à faire. Je vous remercie pour tous ces éclaircissements, toutes ces affirmations-là. Votre point de vue était très éclairant. En terminant, avant que je cède la parole à Gabriel pour le mot de la fin, vous, si vous aviez un vœu pieux, un souhait, qu'est-ce que vous souhaitez pour la culture, pour tous les membres ou tous ceux qui sont avec nous du réseau, du RCRCQ? Je pense que je l'ai énoncé un petit peu tantôt. D'abord, je souhaite une reprise post-pandémie florissante, enrichissante pour tout le monde, pour notre culture, pour nos artisans. Je souhaite des programmes fédéraux qui soient pérennisés et qui soient indexés parce qu'on en a besoin. On a besoin de cette prévisibilité-là. Et je souhaiterais aussi que nous ayons un transfert des pouvoirs en matière de culture à Québec. Parce que je pense, comme on le disait un petit peu plus tôt, que ce n'est pas à Ottawa de nous dire comment gérer notre culture et comment la protéger. Je pense qu'on est les mieux placés pour le faire. Alors, mon vœu pieux serait essentiellement composé de plusieurs éléments, dont ceux-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous cède la parole à Gabrielle Desbiens, coprésidente du RCRCQ et directrice générale de Culture Saguenay. Merci beaucoup, M. Champoux. Merci. Merci beaucoup. Mais d'abord, M. Champoux, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que c'était une très belle discussion. Au nom du regroupement des conseils régionaux de la culture du Québec, on tient à remercier les partenaires, donc TVCA et TVCGR, qui sont 2 télévisions communautaires en Gaspésie, qui collaborent à l'enregistrement, représentés par Marc Bert, Alain Gourvier et Mirko Da Silva aujourd'hui avec nous. Donc, je remercie nos collègues des 15 conseils régionaux de la culture du Québec, particulièrement Éric Laure et Nathalie Girard, qui sont respectivement directeur général et coordonnatrices des communications du réseau des conseils de la culture pour avoir organisé tout ça. Merci à ma collègue Valérie Beaulieu de Culture Montréal, coprésidente, et à ma collègue Maggie Torresan, qui est chargée de projet à Culture Saguenay-Saint-Jean, qui était à la gestion du Zoom. Alors voilà, merci vraiment à tout le monde. Passez une très belle journée. Bonne fin de campagne, M. Champoux. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir tout le monde.